messieurs, mon nom est François Payotte. La semaine dernière, je vous avais promis que nous aborderions le phénomène de la mutation. Chose promise, chose due, c'est ce que nous allons faire en compagnie de mon invité, M. Normand Pinard. Bonjour Normand. Bonjour. Normand Pinard, la semaine dernière, vous nous avez laissé en suspension à la fin de l'émission, faute de temps, et vous commenciez à parler de la mutation. C'est un phénomène qui intéresse, je pense, beaucoup de téléspectateurs et aussi beaucoup de lecteurs assidus de littérature ésotérique. On parle beaucoup dans les livres tels que La Révolution du cerveau, Les enfants du Verseau, de psychomutation. Est-ce qu'il s'agit là d'une mutation du mental, une mutation de la pensée, des idées, de la conscience, d'après vous? Ça va être une mutation de tout ça. C'est-à-dire que l'évolution a toujours été acheminée par un changement continuel. Dans l'univers, toute chose évolue, toute chose change, toute chose mute, toujours pour atteindre des degrés qui sont différents. Toujours au niveau de la conscience, c'est ici que ça va se faire. Et dans la manière de penser. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus nécessairement une manière de penser, mais plutôt un état d'être. Et cet état d'être-là va faire en sorte que l'action va être différente au niveau planétaire. Et les mots vont devenir moins utiles. Et il va y avoir des gens qui vont devenir de plus en plus, qui vont être en relation de plus en plus d'une manière télépathique. Ce sont des facultés qui ont toujours été dans l'homme, mais elles ont été mises de côté à cause des valeurs d'une pensée cartésienne dans laquelle nous vivons en ce moment. Et quand l'homme découvrira sa véritable nature, il ira découvrir en même temps, il fera la découverte de ses facultés qui sont déjà en lui, mais avec plus d'intelligence. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'émotion de rattacher, par exemple, à des facultés au niveau de la conscience, au niveau des pouvoirs télépathiques. On va changer ces mots-là, pouvoir pour faculté. Il n'y aura plus d'émotivité rattachée à ces choses-là parce que ça va devenir simple. Et ici, la communication ne sera plus assujettie à l'ego, donc à l'émotion, donc au monde astral. Il s'agira simplement d'êtres qui seront dans leur intelligence et qui pourront communiquer d'une manière qui sera à un niveau énergétique plus élevé, dégagé totalement de toute forme d'émotion. Parce que c'est toujours l'émotion dans l'homme qui crée la distorsion et l'interprétation d'une parole. Et quand l'homme, ce sera probablement un des plus grands pouvoirs qui sera accordé à l'homme, qu'on appelle dans les prophéties de Mme Blavatsky de la 6e race, ça va être la possibilité de comprendre instantanément ce qu'est l'autre, parce que nous allons comprendre nous-mêmes ce que nous sommes. Quand cette clarté est installée en nous, nous comprenons automatiquement ce qu'est l'autre. On peut dire que le monde du mensonge va tomber pour la simple et bonne raison qu'il y aura le monde de l'être. Le mensonge relève toujours de l'émotion. On ment par émotivité pour cacher quelque chose. Et ces choses-là, dans l'avenir, ne seront plus utiles. Alors ça va tomber parce qu'il n'y a pas d'intelligence dans ces formes d'émotion-là, dans cette forme de communication-là. Autrement dit, ça va devenir en un seul mot plus simple. Et nous allons comprendre ce mot probablement très puissant de l'ésotérique qui dit toujours que l'effort est signe d'erreur. Chez l'être inconscient, l'effort a toujours été signe d'erreur. Nous avons vécu dans des sociétés où l'effort a toujours été mis sur le piédestal. Et l'effort va tomber parce qu'il ne sera plus nécessaire pour l'homme conscient de faire arriver des choses, parce qu'il n'aura plus à faire l'effort. Il y aura l'action, mais l'action ira dans le sens de sa créativité d'être. Et à ce moment-là, l'effort tombera automatiquement. Donc ce qui est réel devrait être naturel, aisé en tout cas. Définitivement. Nous allons accéder à une société aisée. Nous allons accéder à une société où, dans les premiers temps, la communication va être absolument fantastique, extraordinaire, qui ne sera pas distorsionnée. Mais il faut, en ce moment, une communication distorsionnée pour souffrir de cette communication distorsionnée, malgré les moyens puissants que nous avons, pour comprendre qu'il y a là une erreur, qu'il y a là une difficulté au niveau de la communication. Et à ce moment-là, un des premiers pouvoirs qui va être accordé aux individus qui vont atteindre leur mutation, ça va être la faculté de comprendre facilement l'autre et de pouvoir entrer en communication facilement avec lui ou elle. Dans les ouvrages que j'ai cités précédemment, qui sont de Marilyn Ferguson,
qui a fait une espèce d'enquête de journaliste à l'échelon mondial en ce qui concerne ce phénomène de la mutation. Il semblerait qu'il y a déjà des réseaux qui existent à travers le monde, autrement dit, des petits groupes de gens, de personnes qui se rassemblent parce qu'ils sont dans une même affinité vibratoire. On pourrait dire des familles vibratoires qui s'organisent petit à petit, des gens qui se reconnaissent cette nouvelle conscience. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si cette psychomutation, dans les termes de Marilyn Ferguson, elle emploie le mot de psychonautes, ou les instruments de l'esprit, les cosmonautes de l'esprit. Est-ce que vous faites un lien entre la mutation et l'esprit? Oui, définitivement. L'esprit est toujours... C'est un mot que je n'aime pas, le mot esprit, parce qu'il implique toujours les choses que nous ne pouvons pas atteindre. On parle toujours d'esprit, et dans la mémoire de l'homme, ça a toujours été comme quelque chose d'invisible, de non palpable. Il s'agit simplement d'énergie. Quand nous allons au niveau des plans qui sont élevés de la conscience et que nous parlons d'énergie, tous ces mots qui contiennent énormément d'émotions, comme esprit, tombent, ça ne devient plus utile. Il y aura une psychomutation, il y aura une vision des choses totalement différentes. Il y aura un être totalement doté de facultés qui vont être absolument extraordinaires, et ça va devenir simplement facile. En ce moment, dans notre société, c'est difficile. Mais il y a une raison. C'est parce qu'il y a le résultat de cette souffrance et le résultat, ça doit être fait. Nous devons changer ces meubles. Hein, et nous devons dépoussiérer ces maisons. Les gens vivent dans la poussière actuellement de leur mémoire. Et il y a un vent très puissant de l'intelligence qui est en train de souffler pour éclaircir un peu, pour employer, comme vous avez déjà mentionné au cours il y a quelques semaines, je crois, un peu enlever les couches de vernis qui sont sur ces vieux meubles. Il y aura épuration d'une mémoire qui permettra l'épuration d'une émotivité contenue dans la mémoire, et à ce moment-là, un niveau de communication, de psychomutation qui sera absolument extraordinaire à vivre dans le domaine de la société, et ça va avoir des répercussions à tous les niveaux. Est-ce que cette apparition de cette nouvelle conscience entraîne un développement de facultés mutatives, on va les appeler comme ça? Oui, définitivement. Il y a des facultés mutatives qui sont totales. L'individu aura le pouvoir de se déplacer avec son esprit, avec sa pensée, avec son être. Il aura le pouvoir d'accéder à des niveaux de conscience qui sont plus élevés. Donc, à des états de l'organisation énergétique cosmique qui sont situés dans un niveau vibratoire plus élevé. Ce que ça va donner comme résultat, c'est que ça va donner on va s'ouvrir à des dimensions qu'on ne voyait pas autrefois. C'est-à-dire que nous allons voir la réalité d'une manière globale, d'une manière totale. Il va y avoir, premièrement, au niveau de la communication, un changement total. Il n'y aura plus besoin d'employer beaucoup de mots là où un seul mot sera utile, car il aura toute la résonance vibratoire. Il sera bien interprété. C'est ça la chose terriblement importante à retenir ici. C'est que l'interprétation ne sera pas distorsionnée par l'émotion. Parce que la première chose qui va tomber, c'est l'émotion. C'est-à-dire que je ne parle pas d'un homme robot, je ne parle pas d'un être froid. Je dis que l'émotion sera à la bonne place. Il n'y aura plus de temps supplémentaire de l'émotion. Il n'y aura plus d'émotions mal choisies qui nous orientent mal. Et cette émotion tombe. Et quand elle tombe, cette émotion, quand cette mémoire s'épure, les choses deviennent automatiquement plus claires au niveau de la réalité. Et donc, au niveau de ce qui compose la réalité, la chose qui est la plus importante, ce sont les êtres humains qui sont dans cette réalité-là. Est-ce que la conscience n'est pas elle-même une sorte de pouvoir? Et sur quoi débouche-t-il ce pouvoir? Ou quelle utilisation va en faire l'homme d'après vous? J'aime plus ou moins le mot utilisation, surtout quand on l'associe au mot pouvoir. Ça va être le règne de l'intelligence. Tout va devenir un dans le sens que il n'y aura plus d'interprétation dans un premier temps. Ces gens-là auront également la faculté de se déplacer au niveau du temps avec leur esprit. Ils auront la faculté de voir des événements arriver à l'avance. Ils auront la faculté
de pouvoir s'organiser pour ne pas se mettre les pieds dans des situations embêtantes. Et tout va devenir plus facile parce que justement, ils vont pressentir les événements. Ce qui était à l'homme autrefois, ce qui était utile autrefois à l'homme, ça va redevenir utile quand nous aurons épuré ce côté lourd de la pensée cartésienne, qui a eu son utilité, qui est encore très importante, et nous allons accéder à nous-mêmes. Il y aura des facultés télépathiques de se déplacer au niveau du temps, surtout. Alors, les mots comme prémonition, préconition, tout ça, ça va devenir quelque chose d'aussi simple que de prendre un verre d'eau. Moi, par exemple, je l'expérimente à tous les jours. Alors, pour moi, ce n'est pas un phénomène mystérieux. C'est à partir du moment où j'ai commencé à vivre ces événements-là dans ma vie de tous les jours, de voir les autres, de saisir leur avenir, de voir mon avenir, d'en saisir une bonne partie, de pouvoir même avoir la faculté de changer certains événements, parce que je ressens l'événement. Pour moi, ça, c'est devenu aussi simple que de prendre un verre d'eau. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, ce n'est pas un pouvoir. Je le vois comme étant simplement une faculté, je le vois comme étant un outil de travail, si on veut. Alors, ce n'est pas quelque chose de mystérieux, sauf que, donc, je peux dire que je n'ai pas peur de m'écouter. Et de laisser en moi être cette intuition que j'écoute et qui a toujours raison. Si je compare, par exemple, à des situations dans ma vie où j'ai laissé être l'intellect, souvent, je me suis rendu compte que l'intellect n'avait pas raison. Et petit à petit, j'ai écouté de plus en plus mon intuition. Je me suis rendu compte que toujours dans le temps, l'intuition semblait savoir au-delà de l'intellect des choses qui étaient contenues, qui étaient très raisonnées, parce que j'ai toujours été intéressé. Ça a été dans les premiers temps un peu quelque chose qui m'a un peu bousculé, parce que j'ai été toujours intéressé par le domaine des sciences exactes, en plus. Alors ça m'a un peu bousculé, bien entendu. Mais ça me permet d'avoir une vision maintenant des choses qui sont plus globales, qui va au-delà de ce qui est établi au niveau de la science, de ce qui était établi au niveau même des sens. C'est pour ça qu'on dit extrasensitif, c'est un mot, c'est simplement la continuité. Mais ce qui est merveilleux ici, ce sera d'expérimenter, de pouvoir aller au-delà du temps, de changer les choses contenues dans la destinée, parce que l'énergie de la mémoire n'agira plus. Parce qu'il y a brisure dans l'énergie de la mémoire qui agit toujours dans le moment présent pour nous faire penser d'une manière et faire en sorte que nous allons agir en fonction de placer un devenir, donc une destinée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un gain de libre arbitre pour l'homme? Il y a définitivement un gain de libre arbitre. En ce moment, l'homme n'a aucun libre arbitre. Si un individu aurait aujourd'hui du libre arbitre, ne traverserait pas la rue, il ne serait pas frappé. Donc vous croyez à la prédestination totale? Toujours. Un être qui est inconscient est totalement sous l'emprise des formes énergétiques mémorielles terriblement puissantes qui vont toujours placer son devenir. Et comment est-ce qu'il peut s'en libérer? Comment est-ce qu'il peut se libérer de sa prédestination? En s'écoutant. Quand un individu accède à lui-même, il accède à tout l'univers qui est en lui. Car l'homme étant récipient de cet univers, lorsque nous nous écoutons en nous-mêmes, nous écoutons l'univers et nous comprenons le mécanisme énergétique de cet univers-là. Mais pour s'écouter soi-même, il faut être capable de neutraliser les interférences qui sont en nous. Comment est-ce qu'on opère ceci? Il y a deux manières de neutraliser les interférences qui sont en nous. Premièrement, en s'écoutant. Deuxièmement, s'il y a l'individu qui ne s'écoute pas, ça va le neutraliser tôt ou tard, parce qu'il y aura beaucoup de souffrance. Et ce sera la souffrance qui l'obligera à cheminer d'une manière différente pour le mettre sur une voie. Et ici, on est rendu sur l'autoroute de l'être et non plus sur un petit chemin de campagne de la stupidité. Alors, à ce moment-là, il va y avoir définitivement cette grande mutation dans l'homme. Ça va être la mutation de l'énergie qui, enfin, va passer comme il faut qu'elle passe, tout simplement. Et l'être deviendra un parce que dans l'énergie, ne compare pas d'énergie à d'énergie. L'énergie ne se regarde pas en disant, tu sais, toi, énergie, tu es inférieur à énergie. Hein? L'ego fait ça, l'émotion fait ça, mais l'énergie ne fait pas ça. Parce qu'au niveau de l'énergie, il n'y a pas de comparaison parce qu'elle est totalement d'effet du monde des émotions. L'énergie n'est pas humaine. Elle passe par l'homme. Elle éveille son niveau de la conscience. Et quand l'homme a atteint des hauts niveaux de la conscience, même la conscience meurt. Elle n'est plus utile. Donc, il ne reste que de l'énergie. Donc cette énergie indifférenciée ou prépersonnelle, comment se fait-il qu'elle va se particulariser, se différencier, se personnaliser dans l'homme? C'est ça, en fait, le gros problème.
Oui, ce n'est pas un gros problème. À chaque fois que nous ne comprenons pas nécessairement une chose, ça demeure toujours un gros problème. Qu'est-ce qui est le gros problème? Le gros problème, La souffrance qui en découle. c'est toujours l'émotion, voilà. Et c'est la souffrance qui en découle. Mais une souffrance pour de l'énergie n'est pas un gros problème, c'est un instrument de travail. Une façon de provoquer une expérience dans l'homme qui ne peut pas faire autrement, Exactement. qui n'a pas la faculté de voir intelligemment l'événement ou les circonstances pour agir Exactement. à son avantage. Exactement, et c'est cette souffrance-là qui sert l'énergie. L'énergie se sert de l'énergie pour faire passer l'énergie. Mais elle se fout de l'ego, elle se fout de l'émotion, elle se fout complètement de tout ce qui s'appelle dans l'homme son émotion. Donc on est obligé d'aller d'expérience en expérience jusqu'à saturation, jusqu'à ce que ça ait fait assez mal pour qu'on se demande s'il n'y a pas une autre voie. Écoutez, dans la vie de tous les jours, c'est toujours, malheureusement, la souffrance qui fait prendre des prises de conscience. J'en reviens souvent au couple. Bon, il y a eu peut-être un premier mariage, ça a batté, etc. Et à un moment donné, le type qui choisit une seconde femme, ce ne sera pas exactement la première femme. Je veux dire, il va y avoir eu un cheminement, une conscience, parce qu'il y a eu un travail qui s'est effectué au niveau de l'être. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'individu est devenu plus intelligent. La femme est devenue plus intelligente. L'homme, dans 30 ans, pour lui, l'homme, que les gens que nous sommes aujourd'hui dans la société, l'homme, dans 30 ans, verra de plus en plus l'homme d'aujourd'hui comme un homme de la préhistoire. Parce que plus ça va vite. Plus l'évolution, il n'y a pas de choses détachées. La technique avance rapidement et c'est l'énergie qui passe dans la technique pour causer un choc vibratoire au niveau des différents corps de la conscience de l'homme, pour choquer son émotivité et pour obliger l'homme à avancer d'une manière plus rapide dans cet univers-là, de la conscience énergétique. Ça, c'est de l'énergie. Tout est énergie au niveau matière. Qu'elle passe dans l'être ou qu'elle passe au niveau de sa matière pour lui faire accéder à un plus haut niveau de la conscience, c'est exactement le même travail, c'est exactement le même choc qui porte la même souffrance à élever, elle, le plus haut niveau de la conscience. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la matière qui l'entoure. C'est la même énergie, mais la composante cellulaire atomique est différente. Et maintenant, les gens qui vous côtoient doivent se rendre compte de vos capacités extrasensorielles. Quelles sont leurs réactions? Les gens qui me rencontrent le savent. Les gens qui me rencontrent, pour eux, pour moi, c'est un outil. Alors, les gens dans le domaine, dans le monde, qu'on dit ésotérique, c'est un mot que je n'aime pas, le mot ésotérique. C'est une forme quand on dit ésotérique. Mais pour l'instant, on va employer ce mot-là parce qu'il faut l'employer, le mot ésotérique. C'est simplement le travail de l'expansion de la conscience. Alors, les gens qui me rencontrent savent ces choses-là. Alors, pour moi, c'est aussi simple que de prendre un verre d'eau. Alors, avoir quelqu'un devant moi et de voir des événements de son avenir, c'est aussi simple que d'ouvrir la porte d'un réfrigérateur et de me servir un jus d'orange, vous savez, c'est aussi simple que ça. Mais pour eux, je ne pense pas nécessairement que ça peut choquer l'émotion parce que je ne vais jamais aussi loin que leur émotivité peut l'absorber. Parce qu'il faut être intelligent. Si nous percevons des choses dans le comportement de quelqu'un et que nous dépassons la porte de l'émotivité, il ne s'agit pas ici de troubler mentalement l'individu, mais de l'aider. Alors, j'utilise toujours ma médiumnité ou mes facultés extrasensitifs pour pouvoir mettre l'individu en face de lui-même pour qu'il puisse mieux travailler sur lui-même en dehors de son émotivité et lui faire comprendre la mémoire, le contenu mémoriel qui l'empêche d'accéder à un plus haut niveau de conscience. L'homme de demain est un homme qui travaille différemment de l'homme d'aujourd'hui. L'homme qui est ne peut pas être n'importe où, n'importe comment et faire n'importe quoi. L'homme qui est, il est. Il est pleinement par son énergie. À ce moment-là, il fait des choses dans la société à la mesure de son être-té. Donc vous êtes plus un conseiller ou un orienteur qu'une personne qui va définir le plan de vie de celle qui vient le consulter? Je suis totalement un miroir. Je suis totalement un outil de travail qui permet à quelqu'un de se débarrasser de toute forme d'astralité, de toute forme d'émotion qui n'est pas utile, et faire la différence entre les émotions qui peuvent être encore utiles pour la personne et les émotions qui ne sont plus utiles. Et pour arriver jusque-là, quel a été votre cheminement? Vous-même, est-ce que vous avez souffert? Oui. Est-ce que vous souffrez encore? Moins. Quel genre de souffrance? C'est une souffrance vibratoire. C'est une souffrance vibratoire dans le sens que quand moi, je regarde, par exemple, la société dans laquelle je vis, je vais vous donner un exemple très concret. Si je lis les journaux,
Pour moi, ça, c'est comme si je lisais quelque chose qui appartenait à une autre planète, voyez-vous. Je regarde toute cette souffrance. On peut toujours quand même souffrir vibratoirement parce qu'on sait que ce qui va arriver sera mieux. Et que là, on est au pire. Et on ressent cette grande souffrance chez les gens, chez tous les gens qui nous entourent. Et on est obligé, à un moment donné, moi, je suis obligé de couper, à un moment donné, cette espèce de tout ce que je reçois, toutes ces vibrations que je reçois, parce que ça devient très souffrant quand je vais dans un endroit public. Je me mets des bouchons dans les oreilles et des lunettes de soleil, parce que ça m'aide un peu à fermer tout ce qui essaie d'entrer toujours. Aussitôt que je rentre dans un état second, ça rentre, ça arrive, l'énergie rentre. Mais je ne la laisse plus entrer maintenant de n'importe quelle manière, mais il a fallu que j'apprenne à ne pas la laisser entrer de n'importe quelle manière, et pour que j'en arrive justement à apprendre à la faire entrer de manière précise, il a fallu une souffrance qui me montre justement pour savoir quand est-ce qu'il fallait fermer ce radio-là. Il ne faut pas toujours le laisser ouvert. Quelle différence faites-vous entre de la conscience et de l'intelligence? La conscience, la conscience, c'est la mémoire de l'intelligence qui vient de descendre dans l'homme, mais c'est une mémoire qui est très intéressante, la conscience. Parce que c'est la mémoire la plus pure, la plus proche de l'instantanéité du moment présent. C'est-à-dire que quand l'être est, il accède à un plus haut niveau de cette conscience. Et à ce moment-là, il voit les choses de manière différente. Ça, c'est de la conscience. Quand l'être est totalement, et là, on parle de l'être de la 6e race, possiblement de la 7e, quand l'être deviendra énergie pure, quand il pourra transgresser totalement la matière, la conscience même ne sera plus utile parce que c'est la mémoire simplement de ce qui doit encore servir pour que l'homme puisse accéder à sa propre lumière. Quand l'énergie est rendue énergie dans l'état la plus pure, il n'y a plus de conscience car elle n'est plus utile et elle est détruite. Elle se détruit. Tous les gens qui ont expérimenté des états seconds expérimentent toujours des états seconds de la conscience. Mais dans de la conscience, il y a encore de l'interprétation. Il y a encore de l'astralité. Il y a encore de la mémoire dans de la conscience. Elle est assujettie encore à des émotions. Et l'homme qui aura atteint sa lumière, la conscience même comprendra que ça n'a été qu'un outil de travail, comme l'homme d'aujourd'hui se sert de l'ego pour atteindre un plus haut niveau de conscience. Tout est un instrument par étapes, si on veut, ici. Au début de notre entrevue, je faisais allusion à une manipulation possible ou à une utilisation du pouvoir que représente l'intelligence. Volontairement, je faisais cette allusion-là, parce que je ne vois pas ce qui nous garantit que l'intelligence va être utilisée à bon escient dans un futur. Quelle serait notre sauvegarde, notre garantie que cette intelligence-là va être utilisée à des fins sages ou raisonnables? Dans l'intelligence ne se pose même pas cette question. C'est-à-dire, ce qu'on appelle, nous, des fins sages, ce sont des états émotifs pour nous sécuriser. Est-ce que l'amour est un état émotif pour nous sécuriser? Ça dépend quelle sorte d'amour. Il y a des amours stupides comme il peut y avoir de très grands amours. Ça dépend quel est l'amour. Est-ce un amour de dépendance? Est-ce un amour de besoin? Ou est-ce un amour de complémentarité? Il y a des manières d'aimer. Il y a des manières d'aimer. Et qui aime le plus? C'est l'individu qui peut donner. Et pour donner, il faut être à tous les autres quêtes. Et ça, ce n'est pas de l'amour, c'est du quêtage. Et à ce moment-là, l'être n'est pas complet. Et ça fait une douce moitié plus une douce moitié. Ça fait un. C'est lequel qui est un dans le couple. Alors que quand l'être est un plus un égale 2. Là, on peut parler de 2 personnes complètes à ce moment-là qui peuvent former un couple. Et quand vous avez un couple, il y en a toujours un qui boit un verre d'eau et qui s'agoute l'océan, je vois pas où est l'amour là-dedans. Bien, s'il y a une nouvelle forme d'intelligence, c'est qu'il doit y avoir... Il n'y a pas de nouvelle forme d'intelligence. Il y aura de l'intelligence. L'intelligence défera toutes les petites formes que nous pourrons trouver. La grande intelligence n'est pas une forme. Est-ce qu'il y aura une nouvelle forme d'amour? Puisque l'amour que nous connaissons est une forme. Est-ce que ces deux-là seront reliés? Est-ce que ça pourrait être ça notre garantie? Il y aura une nouvelle forme d'amour parce que je vais accepter ici le mot forme d'amour parce que dans l'amour, il y a encore une émotion. Et oui, il y aura une nouvelle forme d'amour. Ce sera un amour totalement de complicité. C'est le mot ici que je peux utiliser pour le mieux expliquer. Ça va devenir un couple complice. Il y aura de la complicité, mais à tous les niveaux.
Ça s'en vient pour très bientôt. La souffrance est tellement grande en ce moment, les brisures sont tellement fortes qu'automatiquement, les êtres qui recherchent d'autres êtres, ils les veulent à leur mesure. Les êtres vont à la mesure. Le semblable attire le semblable. Et vu que l'effort est signe d'erreur, cet amour sera probablement extraordinaire. Ce ne sera pas des couples qui vont forcer. Ça va être des couples qui vont aller dans le sens de leur plénitude intérieure. Normand Pinard, je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. La semaine prochaine, on va répondre à vos questions. Donc, on a accumulé pendant 13 semaines toutes vos lettres et on va commencer la semaine prochaine à y répondre. Donc, ce sera une émission réponse aux questions des téléspectateurs. Maintenant, je vous rappelle que pour consulter M. Normand Pinard, qui donne des consultations privées, vous devez composer 254 59 19. Je vous rappelle également qu'il sera en conférence publique le samedi 4 avril à 20h, une conférence intitulée « La voie initiatique ». Cette conférence sera donnée au Centre de l'Universalité, 140 Crémazie Ouest, suite 1109. L'entrée est située sur la rue de Reims. Pour nous adresser vos commentaires, vos questions et vos suggestions, écrivez-nous à Au-delà du connu, CMCL TV, 2830 boulevard Saint-Elzéar Est, Duvernay-Laval, H7E 4P2. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.